Bon, je pense qu'il y a un truc essentiel pour tous les êtres humains, c'est le fait d'être en bonne santé. On est tous d'accord là-dessus. Dès qu'on va pas bien, peut-être que vous avez le réflexe, vous allez sur Doctolib, vous prenez rendez-vous chez le Toubib. Et là, si vraiment ça ne va pas, vous allez à l'hosto, on peut vous faire des prises de sang, des IRM, des scanners. Sauf que la médecine, ça n'a pas toujours été comme ça. Et oui, approchez-vous, mes Paracanthurus hepatus. On va remonter aux origines les plus lointaines et parfois sombres de la médecine. Vous allez découvrir comment en fait nos ancêtres croyaient que les maladies étaient des malédictions divines et comment ils ont mis au point des potions magiques pour chasser les démons du corps des malades. Mais aussi comment des esclaves ou même des prisonniers ont servi de cobayes à des expérimentations médicales. On verra aussi comment les premiers chirurgiens opéraient parfois n'importe comment avec zéro respect des règles d'hygiène et sans anesthésie. Ou même comment certains médicaments ont pu causer la mort de milliers de personnes. Mais on verra aussi comment en fait la médecine a réussi à sauver des millions de vies malgré les guerres et les épidémies dévastatrices. Et sans plus attendre, on commence à l'époque la plus lointaine, la préhistoire. Est-ce que vous savez quelle est la plus ancienne maladie de l'histoire de l'humanité? Ne cherchez pas, c'est la tuberculose. La tuberculose, c'est une maladie infectieuse qui se transmet principalement par voie aérienne et ça a généralement touché les poumons. Mais bon, elle peut quand même laisser des traces sur certains os. Et en fait, c'est comme ça qu'une équipe de scientifiques, vraiment du monde entier, a découvert des traces d'un cas de tuberculose sur un fossile qui a été trouvé dans l'ouest de la Turquie et qui daterait apparemment de moins 500 000 avant JC. Ce squelette, il appartiendrait à un jeune adulte de l'espèce Homo erectus. Donc en gros, c'est le premier de nos ancêtres à se tenir debout, quoi. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, on pense qu'il a pu choper cette maladie à cause d'un manque de vitamine D, qui peut favoriser l'apparition de la tuberculose. En effet, il faut quand même se replonger à l'époque. L'Homo erectus, il fait partie de la première espèce, avant l'espèce Homo sapiens, la nôtre, à avoir quitté le continent africain, et donc s'être barré sur des territoires moins ensoleillés, quoi. Et comme la vitamine D, elle est synthétisée par les rayons ultraviolets du soleil, peut-être que notre copain, là, du coup, d'il y a moins 500 000 ans, il a développé des carences, et donc, suite à ça, des maladies comme la tuberculose. Après, de manière générale, faut quand même être clair, c'est quand même très difficile d'étudier les maladies et puis la médecine à la préhistoire parce que il reste pas grand chose, quoi, en fait. En gros, à part des squelettes, on n'a pas grand chose d'autre. Par exemple, les traces d'organes sont très rares et on n'en trouve que quand ils ont pu être conservés dans de la glace, typiquement. Donc c'est pour ça que souvent, on va juste voir des blessures sur les os, quoi. Et d'ailleurs, puisqu'on en parle, le cas le plus ancien d'une amputation, ça serait 45 000 ans dans la période du Paléolithique. Et il s'agit en fait du squelette d'un homme de Néandertal qui a été trouvé sur le site de Shanidar. C'était en Irak et dans ce qui ressemble à une sorte de tombe de fortune, quoi. Et là, les scientifiques estiment l'âge de sa mort à peu près 40 ans et surtout son squelette, il présente de nombreuses fractures d'os qui se sont ressoudées durant toute sa vie, quoi. Et il semblerait qu'il ait dû subir des attaques d'animaux ou qu'il ait chuté violemment à plusieurs reprises. D'ailleurs, le plus intriguant, c'est que son avant-bras et puis sa main droite sont absents. Et puis les scientifiques vont observer une coupure assez nette au niveau de son coude qui ne ressemble pas à celle d'une morsure ou d'une chute. Donc ils pensent que la coupure a été faite avec un objet tranchant ou alors une pierre taillée. Bon, quoi qu'il en soit, la coupure au niveau de son coude a réussi à cicatriser et l'os à se solidifier correctement pour pas qu'il meure. Ça ressemble à une amputation, quoi. Mais c'est pas tout puisque son pied semblait aussi déformé, mais il avait aussi une petite fracture au niveau de l'orbite de son œil gauche. En gros, ça ressemblait peut-être à un manchot borgne qui boite. Je sais pas comment il a survécu, mais il a réussi à tenir jusqu'à 40 ans, quoi. En tout cas, il était sans doute pas solo, il a dû être quand même pas mal entretenu par ses congénères, parce que sinon, ses chances de survie étaient quand même un peu minces. Et donc, même à cette époque-là, il a eu des soins médicaux, quoi. Donc le début de la médecine. Bon, en tout cas, lui, ça semble avoir été coupé net, comme si on lui avait fait une amputation. Mais dans la plupart des cas, quand on trouve des squelettes d'ancêtres, faut savoir qu'en fait, s'il leur manque un bras, une jambe et compagnie, on voit que l'os, il est abîmé ou broyé, comme s'ils avaient été attaqués par un animal ou qu'ils étaient tombés, quoi. Après, j'ai un autre exemple un peu plus récent qui montre encore mieux qu'il y a eu de véritables actes médicaux pendant la préhistoire. En fait, c'est le cas d'un squelette d'un homme âgé de 25 ans et qui daterait à peu près de 30 000 ans avant JC, trouvé assez récemment, là, en fait, sur l'île de Bornéo en Asie. Et cette fois-ci, en fait, le squelette, il est mieux conservé et il a été enterré dans une vraie tombe. Mais à ce squelette, vous voyez, en fait, il manque le pied gauche et on voit la trace d'une coupure au niveau de son tibia. La coupure, elle est embillée, elle est bien nette, sans trace de cassure ou même d'écrasement. Donc, ça a vraiment été taillé, quoi. Et comme ces os, ils sont bien conservés, en fait, nos scientifiques, ils se sont rendus compte que on a dû lui faire cette entaille quand il était encore enfant. D'ailleurs, on a même retrouvé les outils en pierre qui étaient bien taillés et qui auraient pu servir à faire cette amputation. Et en plus de ça, à partir de nos observations, on s'est rendu compte que les hommes préhistoriques ont pu utiliser des plantes de la jungle pour soigner le blessé. Ce qui explique quand même que sa blessure ait pu bien cicatriser et ne pas s'infecter et qu'il ait pu du coup survivre au moins jusqu'à 25 balais. Et donc après, avec l'apparition de l'agriculture, notamment à ce qu'on appelle à l'époque du néolithique, il y a à peu près 10 000 ans, les humains se sont installés dans des endroits un peu plus fixes,
posés. Résultat, en fait, ils marchent moins, ils mangent plus, et donc ils peuvent choper des nouvelles maladies comme l'obésité ou même le diabète. En plus, ils se mettent à l'élevage au lieu de chasser, quoi, et donc ils sont un peu plus en contact avec des animaux qui peuvent être porteurs de maladies comme par exemple les rongeurs, les rats, les souris. En plus de ça, il y a la culture des céréales et puis des fruits qui a dû favoriser l'apparition des toutes premières caries, notamment à cause du glucose dans la bouffe, le sucre. Mais après, les plantes, on va aussi commencer à les consommer pour soigner, et c'est d'ailleurs là que se trouve l'origine du plus ancien médoc de l'histoire, l'aspirine. On a trouvé des restes de mâchoire d'un homme de Néandertal qui daterait d'environ 40 000 ans avant JC, qu'on a trouvé en Belgique et en Espagne. Et là, en fait, on a étudié des traces de tartre sur les dents, et on a trouvé des traces d'acide salicylique. Cet acide, en fait, c'est une substance qu'on retrouve dans l'écorce d'arbres comme le saule, et en fait c'est la même qui est utilisée pour fabriquer de l'aspirine. Et donc ça veut dire qu'en fait les hommes préhistoriques, ils pouvaient sans doute mâcher des écorces de saule pour faire tomber la fièvre ou même soulager la douleur. Bref, en évoluant, les humains vont réussir à mieux comprendre comment ils peuvent utiliser les éléments de leur environnement pour se soigner. Et c'est notamment le cas avec l'un de nos ancêtres qu'on a appelé en fait Otzi. Et lui, il s'agit d'un homme préhistorique qu'on a retrouvé momifié dans les glaces des Alpes en 91. Et à côté de son squelette, on a retrouvé un sac de champignons quoi. Et on sait aujourd'hui que ces champignons-là, ils peuvent tuer les vers intestinaux. Or, il se trouve qu'on avait trouvé des traces de vers intestinaux dans les intestins d'Otzi. Donc forcément, le gars, il devait sans doute manger des champis pour pouvoir se soigner. Et donc avec l'amélioration des outils ou même l'utilisation du feu, les humains à la préhistoire, ils vont aussi développer des techniques pour soigner certaines blessures. On a par exemple des preuves de l'existence de cérémonies religieuses avec la fabrication de bouillies qui pourraient être des sortes de potions pour soigner les malades. Et ça après, c'est un peu hypothétique quoi. Peut-être qu'ils avaient juste une sorte d'instinct pour soigner leurs congénères. En tout cas, on va continuer à pratiquer la médecine durant l'Antiquité. Cette fois-ci, on va commencer à le mélanger avec les dieux et puis la magie. Il va y avoir alors des croyances vraiment bizarres en termes de médecine, et justement, vous allez voir de quoi on parle. Bon, l'Antiquité est vraiment marquée par un grand nombre de croyances religieuses pour expliquer le corps humain, comment il marche, le fait d'être en bonne, en mauvaise santé, qui dépendait en fait du bon vouloir des dieux. Et donc, en fait, les toubibs de l'époque, les médecins de l'époque, c'était souvent des magiciens ou des prêtres aussi. Et le meilleur exemple, c'est peut-être le médecin romain Quintus Serenus Samonicus. Avec lui, lorsque l'un de ses patients était atteint de fièvre, il lui faisait porter une amulette autour du cou. Et sur cette amulette, il était gravé une formule que vous connaissez tous, abracadabra. On rapporte une histoire abracadabrantesque. Il aurait surtout emprunté cette formule magique à des rites religieux araméens ou même hébreux. En fait, en hébreu, on disait Ebrakdabri, qui signifie « je crée avec la parole ». Et en araméen, on disait Avra Gavra, qui signifie « je créerai l'homme ». Donc voilà, c'est pas Harry Potter qui a inventé ce truc, avec Avada Kedavra. Ah oui, ça m'étonne pas. Quoi qu'il en soit, dans tous les cas, le but de cette formule magique, c'était de conjurer le mauvais sort auquel on attribuait la maladie. Par exemple, à l'Antiquité, la maladie, elle est en effet souvent le signe que le patient a offensé les dieux et que pour le guérir, il faut le réconcilier avec eux. Et donc la période elle est pas mal marquée par la pratique de prières, d'exorcismes ou même d'offrandes pour apaiser la colère divine. Et donc pendant longtemps, les remèdes utilisés, ils comprenaient des potions magiques à base de plantes ou même de substances animales ou minérales. Par exemple, est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'oukédou? En fait, il s'agit d'un souffle maléfique qui, selon les Égyptiens, traversait le corps pour ressortir par la bouche en abîmant les dents. Mais en tout cas, selon eux, ça expliquait l'apparition de caries ou même d'abcès dentaires. Et pour soigner les dents, ils utilisaient des mélanges de plantes pour faire des bains de bouche ou même des poudres pour fabriquer des pansements dentaires. Et bon, selon certains scientifiques, dans le cas des enfants, ils leur faisaient même manger des souris cuites. Peut-être que c'est bon, je sais pas. Après, les souris, elles étaient censées chasser le mal qui provoquait les douleurs dentaires. D'ailleurs, sur le même principe, pour d'autres maladies, on faisait parfois aussi manger aux patients des bouillies faites à partir d'excréments d'animaux. Bon appétit. Bon, par exemple, pour lutter contre une conjonctivite, le remède, c'est un mélange de fientes de pélican ou même d'excréments de crocodile, mais aussi du miel et du silex noir pulvérisé. Voilà, repensez un peu à ça la prochaine fois que vous vous plaindrez du goût dégueu d'un médoc. Mais bon, mine de rien, pendant toute l'Antiquité, les Égyptiens vont faire évoluer la médecine. Et au fil du temps, ils vont aller plus loin que la magie pour essayer de mieux comprendre les mécanismes du corps humain. Par exemple, le papyrus Ebers, qui est le plus ancien traité médical connu, il présente plusieurs paragraphes qui décrivent des maladies et leurs remèdes. Et à chaque fois, le texte présente une incantation magique qui va expliquer l'origine divine de la maladie. Et puis une description poétique des symptômes, et un diagnostic, et enfin une recette pour fabriquer un médicament. Bref, au final, si vous enlevez la partie magique, on est vraiment déjà dans une pratique de la médecine plutôt moderne. Mais ce n'est que plus tard, sous l'Antiquité grecque, que les choses vont encore plus évoluer. Par exemple, si vous avez des potes qui ont fini leurs études de médecine, ils ont dû prêter le serment d'Hippocrate. En gros, avant d'exercer la médecine, ils jurent de soigner tous les patients sans distinction et de respecter
respecter certaines règles morales, quoi. Et du coup, ce serment, il porte le nom d'Hippocrate, du coup, qui était un fameux médecin de l'Antiquité grecque. Et c'est donc le premier qui va commencer à séparer un peu la médecine de la magie. Selon lui, la santé humaine dépend de l'équilibre de 4 fluides corporels appelés les humeurs. Sang, flegme, bile jaune et bile noire. Et ça, c'est ce qu'on appelle la théorie des humeurs. D'ailleurs, quand vous dites l'expression « Ah, mais il est de mauvaise humeur », ça veut dire que l'une de ses humeurs, elle est pas bien, quoi. Mais au sens propre du terme. C'est-à-dire, il y a un truc dans son corps, quoi. D'ailleurs, en fait, ce médecin-là, Hippocrate, il était devenu tellement famous chez les Grecs qu'ils pensaient que c'était l'incarnation du dieu grec Asclépios. D'ailleurs, petit fun fact, mais vous savez, le symbole de la médecine que vous voyez un peu partout, bah, c'est justement un bâton enroulé d'un serpent qu'utilisait Asclépios pour chasser la maladie. Pour en revenir à Hippocrate, en tout cas, ça ne l'a pas empêché d'avoir des pratiques un peu plus hardcore du coup pour soigner ses patients. Par exemple, bon, pour ceux qui étaient atteints d'hémorroïdes, bah, il recommandait de les attacher au sol complètement à poil, puis on brûlait les hémorroïdes avec un fer chauffé à blanc jusqu'à ce qu'elles soient, je cite, asséchées. Et surtout, il préconisait de ne pas bâillonner les patients parce que selon lui, lorsqu'ils hurlaient de douleur, ça permettait de pousser l'anus vers l'extérieur et donc de faciliter la manœuvre pour assécher les hémorroïdes. Ah bah oui, j'ai remarqué. Mais bon, en tout cas, les Grecs, ils ont vraiment fait des progrès pour essayer de donner une vision plus scientifique de la médecine. Mais on restait quand même sur des expérimentations avec pas mal de croyances religieuses et qui n'étaient pas non plus hyper scientifiques, quoi. Typiquement, un bon exemple, c'était la légende du roi Mithridate qui était obsédé par la peur d'être empoisonné. Et lui, apparemment, il aurait passé son temps à étudier les poisons en faisant des tests sur des prisonniers. Et ce qui fait qu'il serait parvenu à trouver un remède miracle composé de 50 ingrédients différents, dont des petites quantités d'arsenic, de venin ou même de poison. Et il s'était alors mis à en consommer un petit peu tous les jours et sans mourir. La dose était trop faible. Et à la fin de sa vie, à un moment, il en avait plein le cul et Mithridate, il avait tenté de se suicider avec du poison, mais en buvant une vraie quantité de poison, ça n'avait pas eu d'effet sur lui. Il était toujours vivant. Et en fait, sans le savoir, il avait inventé un procédé qui porte encore son nom aujourd'hui, la mithridatisation. Donc le principe est tout simple, vous le connaissez, on consomme des petites quantités de substances toxiques et le corps parvient alors à s'habituer et il en devient alors insensible. Sauf que bon, le problème de cette anecdote, c'est que les scientifiques, ils ont démontré qu'en vrai, Mithridate, il n'avait pas trop de connaissances là-dedans et puis il connaissait pas les dosages. Donc en vrai, s'il avait bu autant de ce qu'il prétendait durant toute sa vie, bah il serait mort assez vite, quoi. Bon, Mithridate, il a quand même créé une légende autour de lui, mais après, faut pas non plus tout croire là-dedans. Parce que, en faisant croire qu'il possédait des remèdes magiques, là, le fait de se rendre insensible au poison, par exemple, il était plus facile de faire croire à son peuple qu'il était protégé des dieux. Parce que je le rappelle, c'était un roi. Mais bon, heureusement, à l'époque romaine, donc un peu après, il y a certains toubibs comme Galien ou même Asclépiade qui vont avoir une approche un peu plus scientifique. Mais bon, faut quand même se le dire, mais à l'époque, les médecins un peu plus savants comme eux, ils n'étaient pas hyper bien vus de leurs confrères. Parce que, à cette époque-là, la médecine traditionnelle romaine, elle était très marquée par les croyances bizarres. Et puis, les charlatans, il y en avait partout. Et justement, voici un petit florilège de pratiques un peu douteuses. Bon, déjà, il y a certains médecins romains qui croyaient que le sang des gladiateurs, il avait des propriétés uniques, des pouvoirs de guérison. Et donc, ils faisaient boire du sang ou manger du foie de gladiateurs tués dans l'arène à leurs patients. Et donc, tout ça était censé améliorer leur fertilité ou calmer les crises d'épilepsie. Mais il y avait aussi une autre croyance répandue, c'était la position des planètes ou des étoiles qui avait une influence sur la santé humaine. Du coup, certains médecins s'en remettaient à l'astrologie ou même à des prêtres devins pour faire leur diagnostic. Et enfin, pour les soins dentaires, là, voici la recette du dentifrice des Romains, des feuilles de menthe, des coquilles d'huîtres et de l'urine. Votre sourire, soyez-en fiers. En fait, l'ammoniac qu'il y a dans l'urine avait un effet blanchissant pour laver les vêtements. Et donc, selon eux, ça pouvait marcher pour les dents aussi. Bref, pour résumer, au niveau de l'Antiquité, la médecine commence petit à petit à se détacher de la religion et de la magie. Mais vraiment tout doucement, hein. Mais bon, à ce moment-là, la médecine n'est pas encore très efficace. Et il va falloir du temps pour que ça s'améliore. Et justement, qu'est-ce qui va en être au Moyen-Âge ? Alors, la chute de l'Empire romain, elle a aussi marqué la fin des grands penseurs de la médecine en Occident. En fait, au Moyen-Âge, c'est simple, on assiste à une certaine régression dans la connaissance du corps humain et de son fonctionnement. Globalement, au Moyen-Âge, il y a eu quand même une régression à pas mal de niveaux, quoi. Par exemple, les peuples barbares et puis les religions païennes ont remis au goût du jour des superstitions diverses pour expliquer et soigner les maladies. Et même la religion chrétienne, dans ses débuts, n'a pas non plus abandonné l'idée d'expliquer certaines guérisons par des miracles. Et du coup, ça nous amène à parler de Robert II le Pieux, le fils du Capet. Alors lui, ce gars-là, il a régné sur le royaume de nos ancêtres, les Francs, autour de l'an 1000. Et comme en fait les premiers rois chrétiens, il était soucieux de s'assurer une place au paradis. Et donc, il a été très croyant et surtout très protecteur envers les moines et les religieux en général. Ça donnait des points bonus. Et du coup, en échange, les membres du clergé entretenaient la légende qui disait que Robert II était capable de guérir les malades en les touchant avec ses mains.
Et en effet, plusieurs récits racontent que le roi se rendait régulièrement dans les ancêtres des hôpitaux. Et du coup, quand il touchait les plaies des malades, ces derniers ne ressentaient alors plus la douleur. Plus tard, le roi Saint-Louis sera également connu pour soigner les écrouelles. C'est les plaies qui se forment sur le corps des gens qui sont atteints de la lèpre. Et tout ça, et du coup, il pouvait les faire disparaître manifestement en les touchant. Et en fait, ces rois guérisseurs, ils furent appelés les thaumaturges. Donc un mot qui vient du grec et qui signifie « faiseur de miracles ». Bref, de manière générale, la médecine au Moyen-Âge est quand même très reliée à la religion. Les premiers hôpitaux, surnommés les hôtels-dieux, étaient souvent d'ailleurs tenus par des bonnes sœurs qui portaient assistance aux pauvres et aux malades. Et du coup, ces femmes, elles ont joué aussi un rôle très important dans le développement de la médecine, à travers par exemple l'amélioration de remèdes ou même de techniques de soins. Et c'est par exemple le cas des premières femmes médecins de la célèbre école de Salerne, donc en Italie. Et du coup, parmi ces femmes médecins se trouvait une certaine Trotula, qui est restée célèbre, elle, pour avoir amélioré les techniques d'accouchement. En fait, elle était assez mal vue par ses confrères hommes qui l'accusaient de mal connaître la médecine. C'était un peu l'hôpital qui se fout de la charité, à ce moment-là, Mais bon, le vrai problème, c'est qu'elle était plutôt considérée comme une faiseuse d'anges. C'est-à-dire qu'en fait, elle pratiquait des avortements quand la santé de ses patientes était en danger. Mais bon, c'était quand même pas bien vu à l'époque de faire un avortement, c'était quand même assez à l'encontre de la religion. Et du coup, dans les campagnes, en l'absence d'hôpitaux, même de médecins, certaines femmes jouaient le rôle de guérisseuses ou même de sages-femmes. Elles concoctaient alors des potions à base de plantes pour soigner les malades. Sauf que l'Église et les autorités, ils aimaient pas trop ça qu'on puisse faire de la médecine en dehors des cadres, et surtout de leur cadre. Et du coup, ils se mirent à inventer des légendes autour de ces femmes. Et c'est de là que viennent les récits des sorcières. On les accusait alors de pratiquer des messes noires démoniaques ou alors des sacrifices d'enfants. Et à la fin du Moyen-Âge, donc des siècles plus tard, on va même se mettre à faire une vraie chasse aux sorcières, dont la plupart finiront brûlées sur un bûcher. Après, s'il y a aussi un autre domaine où la médecine médiévale a quand même du mal à trouver des explications, c'est la santé mentale. En fait, à l'époque, les gens atteints de troubles psychiques étaient directement considérés comme possédés par le démon, et du coup mis à l'écart de la société. Mais il existait une technique assez originale pour tenter de soigner ceux qu'on nommait les fous. En fait, à cette belle époque, on croyait que la folie était causée par une pierre dans le cerveau. Et du coup, son extraction était censée guérir les malades mentaux. Et du coup, il y a certains individus qu'on appelait les tailleurs de pierre qui pratiquaient une trépanation sur les personnes jugées folles, et donc ça consistait simplement à percer le crâne pour extraire la pierre. Et bon, en réalité, ces gens-là, c'était des charlatans qui faisaient croire qu'ils extrayaient une pierre du crâne des patients, alors qu'en vrai, ils l'avaient juste caché discreto dans leurs mains, et du coup, il n'y avait pas de pierre dans le cerveau. Par contre, l'autre, il avait le crâne ouvert. Pas vrai, mensonge, perroquet! Il faisait vraiment un petit trou dans le crâne des patients. Et lorsqu'il y avait du pus qui sortait de la cicatrice, ces charlatans disaient que c'était juste le diable qui sortait de la tête. C'était quand même hyper pratique. Perroquet, monsieur! Bref, la médecine de l'époque, c'était parfois quand même pas mal n'importe quoi. Ou du moins, ça c'est ce qui se passait surtout en Occident. Parce que par exemple, du côté du monde arabo-musulman, le Moyen-Âge était au contraire quand même plutôt marqué par un âge d'or de la médecine. Par exemple, Avicenne, qui était un célèbre médecin perse, lui il était à l'origine de pas mal d'écrits scientifiques, qui ont quand même fait pas mal progresser la médecine de l'époque. Et justement, il est peut-être temps de quitter le Moyen-Âge. Parce que là, nous allons passer à la Renaissance, où il va y avoir un vrai tournant au niveau des découvertes. Et aussi tout un lot d'anecdotes médicales un peu dark. Nous voici maintenant au début de l'époque moderne, et qui dit époque moderne dit quand même des grands explorateurs. Et donc, à travers leurs voyages, il y en a beaucoup qu'on peut rencontrer les peuples du Nouveau Monde, mais aussi l'existence de médecine traditionnelle locale. Et parmi ces grands explorateurs, on retrouve Jacques Cartier, qui lui a été connu pour avoir découvert le Canada en 1535. Sauf que, en bon colonisateur, il a profité de son passage pour faire prisonnier des autochtones. Sauf que, un an après son arrivée, seuls 10 des 110 hommes de son expédition sont encore en bonne santé. Et en fait, la plupart, ils sont atteints du scorbut. Et pour rappel, le scorbut, c'est une maladie qui provoque des hémorragies, notamment aux gencives, un déchaussement des dents et puis une fatigue générale. Bien relou. Et si relou qu'en fait, si elle n'est pas soignée, elle peut vous tuer. Et du coup, parmi les prisonniers de l'expédition, des femmes autochtones, elles vont montrer aux marins un remède. Elles vont alors fabriquer une sorte de bouillie appelée aneda, à base d'aiguilles et d'écorce de cèdre blanc, un conifère de la région. Et là, comme par miracle, une majorité des marins de Cartier vont finir par guérir. En fait, il faudra quand même attendre 2 siècles plus tard pour qu'on découvre que le scorbut venait d'un manque de vitamine C. Et la vitamine C, on peut la retrouver dans l'aneda. Partout dans le monde, à l'époque moderne, il y a plusieurs sociétés qui ont réussi à développer des connaissances en médecine. Et donc, il n'y avait pas que les Européens, on peut en trouver aussi de l'autre côté de la planète. Parce que là, souvent, on va penser, oui, mais les premiers peuples d'Amérique, c'était sans doute des gens en fait qui faisaient des sacrifices humains, du cannibalisme. Peut-être. Oui, peut-être. Mais en tout cas, on oublie qu'ils avaient quand même des connaissances avancées
en médecine. Les gars, ils étaient pas mauvais. Peut-être là-dedans, le meilleur exemple, ce sont les Incas, qui étaient les rois de la chirurgie. En fait, les archéologues, ils ont découvert de nombreuses momies Incas au crâne trépané. C'est-à-dire qu'en fait, leur crâne a été percé volontairement à l'aide d'un outil pour soigner les maux de tête ou chasser les démons. Et les Incas, ils faisaient ce genre d'opération grâce à des lames d'obsidienne. Et l'obsidienne, pour vous dire, en fait, c'est un minéral qui vient des volcans et qui est tellement tranchant, en gros c'est comme du verre en fait, qu'il est utilisé de nos jours pour fabriquer des scalpels de précision. Vraiment c'était des lames de rasoir quoi le truc. D'ailleurs il y a même des chercheurs qui ont comparé les crânes des blessés de la guerre de sécession aux États-Unis et les crânes Incas retrouvés au Pérou. Et il se trouve que les soldats américains blessés au crâne avaient une chance sur 2 de survie, alors que chez les Incas le taux de survie était de 4 sur 5. Donc les gars ils étaient quand même bien meilleurs. Mais là où les Incas étaient vraiment modernes pour leur temps, eh bien c'est qu'ils opéraient tout type de fractures et qu'ils utilisaient des feuilles de coca pour soulager les douleurs, par exemple durant les opérations. Et d'ailleurs, encore plus étonnant, mais ils utilisaient les mandibules de fourmis géantes pour servir d'agrafe pour refermer les plaies. Tu les mettais, hop là, elles se refermaient sur toi et puis ça servait d'agrafe naturelle quoi. Non, merci, oula, non, non. Mais pendant ce temps-là, en Europe, l'Église, elle continue d'avoir la main mise sur la médecine, même si les premières universités de médecine se développent un peu partout en Europe. Et d'ailleurs, la plus ancienne faculté de médecine au monde est celle de Montpellier, puisqu'elle a été créée en 1220. Puis bon, voilà, durant la Renaissance, en fait, la religion, elle freine un peu l'avancée des connaissances scientifiques. Et elle va alors interdire, par exemple, aux médecins de disséquer des corps pour les étudier. C'était contraire à leur religion, quoi, en gros. Cet interdit, ça n'a pas empêché un certain médecin belge, un certain André Vézal, de devenir un goth en anatomie en bravant les interdits. En fait, quand il était petit, André vivait en face de la place de sa ville où étaient pendus les criminels. Et du coup, ainsi, il a observé dès l'enfance le corps des pendus, dévorés par les corbeaux et qui était en train de se dégrader lentement. Et il était alors fasciné de découvrir les muscles, les organes et puis les os qui apparaissaient progressivement, une fois que la peau avait disparu. Et c'est alors là qu'est née sa vocation et l'a amené alors à étudier la médecine à la Sorbonne et à Paris. Sauf que à la fac, on lui rabâche les théories antiques. Voilà, la théorie des humeurs, tout ça quoi. Et comme lui, il a envie de passer à la pratique et en savoir plus sur comment on est fait, eh bien, il va tout simplement se mettre à piquer des cadavres. Et du coup, il va alors décrocher les pendus ou même voler les corps dans les cimetières pour pouvoir les disséquer. Et à un moment, ça va finir par payer parce que grâce à ça, il va publier un bouquin intitulé De Humani Corporis Fabrica, qui va devenir l'ouvrage de référence en anatomie en Europe. Du coup, André Vézal va devenir tellement un boss qu'il finira sa vie en tant que médecin officiel de l'empereur Charles Quint. Bref, l'époque moderne, ça correspond petit à petit à une remise en question de la vision de la médecine de l'Antiquité. Parce que souvenez-vous, pendant le Moyen-Âge, ça n'a pas hyper évolué quoi. Et du coup, l'étude du corps humain par les dissections, ça permet d'améliorer les techniques de chirurgie. Et certains chirurgiens deviennent alors des véritables héros de la médecine. C'est typiquement le cas en France du chirurgien Ambroise Paré, qui a inventé de nombreux instruments chirurgicaux et des techniques de cicatrisation en soignant des soldats sur le champ de bataille. Parce que jusque-là, ça peut paraître bizarre, mais en fait, les opérations chirurgicales, c'était fait par des barbiers. Parce que c'était les seuls à posséder des outils pour amputer, mais pas forcément les connaissances qui allaient avec. Mais en fait, c'est un autre chirurgien qui va connaître son heure de gloire sous le règne du roi Soleil, Louis XIV, et lui, il s'appellera Charles-François Félix. À ce moment-là, alors que Louis XIV, il a 48 ans, il souffre à ce moment-là d'une fistule anale. C'est un truc bien dégueu, bien désagréable. Et en gros, c'est une infection d'une glande située près de l'anus. Là, la maladie s'aggrave, mais tous les traitements classiques échouent. Donc Louis XIV, il en a plein le cul, c'est le cas de le dire. Et on fait alors appel à Charles-François Félix, qui a proposé de tenter une opération inédite pour l'époque, l'incision de la fistule. À ce moment-là, il sait qu'il y a quand même un petit enjeu, c'est quand même le roi de France, c'est le roi Soleil, faut pas se louper quoi. Et c'est pour ça qu'avant d'intervenir sur lui, il s'est entraîné de longues semaines sur des prisonniers de la Bastille. Et finalement, à un moment, quand il s'est bien entraîné, qu'il fait plus trop d'erreurs, ça va, le jour de l'opération arrive et Félix parvient à inciser la fistule de Louis XIV avec succès. Là, le roi, il est tellement content et satisfait qu'il lui fait le cadeau de terre et d'une très grande quantité d'argent. D'ailleurs, une légende dit que le compositeur du roi, qui s'appelait Lully, aurait composé un morceau pour l'occasion et intitulé « Grand Dieu, sauvez le roi ». Et plus tard, les Anglais se seraient même inspirés de ce morceau, qui était joué en fait à chaque apparition de Louis XIV, pour créer leur propre hymne national, God Save the King. Donc tout ça a été lié à juste à une fistule anale, quoi. C'est beau. Ça arrive plus souvent qu'on ne croit, il paraît. Bon, quoi qu'il en soit, l'époque moderne redresse un peu la barre au niveau des connaissances médicales. Mais tout ça reste à nuancer, car les médecins de l'époque s'adonnent encore à des pratiques dangereuses ou même inefficaces. Le meilleur exemple, c'était peut-être par exemple la saignée. En fait, on croyait purifier le corps des malades en les laissant se vider un peu de leur sang, avec le risque quand même qu'ils en meurent. Votre mari est décédé. Est décédé. Votre mari est décédé.
en gros, faut quand même se dire, mais les notions d'hygiène sont un peu douteuses et les conditions sanitaires sont parfois vraiment déplorables, et tout ça, ça favorise l'apparition des épidémies. Parce qu'à l'époque, on ne savait pas que les microbes et tout ça existait. Et c'est le cas par exemple de la peste, qui a popularisé l'image des médecins avec leurs fameux masques remplis d'herbes aromatiques, qui étaient censés les protéger de l'air putride. Mais heureusement, le 19e siècle, ce sera le siècle du progrès technique et de l'hygiénisme. Ce sera aussi marqué par des pratiques vraiment sombres dans la médecine. Bon, avec le 19e, là, on rentre dans la révolution industrielle. Là, il y a plein de progrès techniques, notamment au niveau de la médecine. Par exemple, on peut citer le stéthoscope, qui a été inventé par le français René Laennec, et qui a permis aux médecins d'écouter les sons internes du corps humain. C'est quand même hyper pratique. Ah, regardez, voilà quoi. J'entends... J'entends pas mon cœur. Mais bon, il y a aussi à la fin du siècle la découverte du physicien allemand Wilhelm Röntgen sur les rayons X qui va permettre là de créer les premières images de l'intérieur du corps. Mais bon, tous ces progrès ne doivent pas cacher une chose, dans pas mal de domaines, les connaissances en médecine ont quand même mis du temps à progresser. Et donc voilà, il y a encore pas mal d'expérimentations un peu douteuses, voire même carrément dark. D'ailleurs, l'une des expériences médicales les plus controversées est celle du gynécologue américain James Marion Smith. Parce que lui, dans les années 1840, il a voulu essayer de trouver un moyen d'opérer ses patientes atteintes de fistules vésico-vaginale. Donc voilà, en gros, c'est une glande au niveau du vagin, donc quand ça s'infecte, c'est très douloureux, quoi. Et pour ça, il a décidé de s'entraîner sur 3 jeunes femmes esclaves noires, bien entendu sans leur consentement. Il faut savoir, mais les femmes esclaves, elles servaient souvent de cobayes à des essais de césarienne ou de retrait des ovaires depuis 10 ans avant ça. Mais là, lui, au moins pendant quelques années, il a commencé ses expérimentations sur une jeune esclave de 17 ans du nom d'Anarcha Westcott. Et du coup, on estime qu'il aurait tenté 39 chirurgies sur la jeune fille, sans utilisation d'anesthésie, alors que pourtant ça existait déjà. Et pareil sur d'autres esclaves, il a multiplié les actes chirurgicaux en leur provoquant d'immenses souffrances. D'ailleurs, au passage, c'est à cette période qu'il a inventé le fameux spéculum, qui est un instrument qui permet d'accéder et de visualiser la cavité utérine. Et le pire peut-être là-dedans, c'est que grâce à ça, il est devenu une figure respectée de la gynécologie aux États-Unis, malgré son manque quand même flagrant d'humanité. Ça nous montre quand même que l'éthique et la morale, c'était pas vraiment au centre des préoccupations. Mais c'est pas tout, on assiste aussi à la médecine spectacle, comme avec le neurologue Jean-Martin Charcot qui aurait demandé à des patientes de simuler des crises d'hystérie devant un public mondain. En gros, il faisait des démonstrations publiques de gens qui avaient des troubles neurologiques en leur demandant en fait de mimer tout ça, et donc ça amusait en fait les gens de l'époque. Choc-barre. Et d'ailleurs, à cette époque-là, niveau hygiène, c'était pas encore gagné, quoi. En fait, dans les hôpitaux, les gens ne se lavaient même pas les mains après avoir touché les malades. Ça faisait pas partie du coup des préoccupations parce qu'on ne savait pas que les microbes existaient. Et d'ailleurs, si vous mélangez toutes ces dérives, vous obtenez un homme, un certain chirurgien écossais Robert Liston. Et lui, sa spécialité, c'était d'opérer très rapidement en passant parfois que 25 secondes sur certaines opérations. Ah, c'était rapido, fallait pas traîner. Et le pire, c'est qu'il opérait en restant habillé en manteau. Voilà, vraiment, il n'y avait pas de temps à perdre, quoi. Il sautait alors par-dessus les patients pour enchaîner les opérations en criant à ses assistants « Chronométrez-moi, messieurs ! Go, go, go !» quoi. Sauf qu'un jour, alors qu'il devait opérer un patient pour une amputation de la jambe, en fait, il a voulu aller tellement vite qu'il a coupé 3 doigts à l'un de ses assistants en faisant un geste brusque. Mais il a également entaillé la veste d'un spectateur qui a assisté à l'opération. Et là, manifestement, le spectateur a eu tellement peur qu'il serait mort d'une crise cardiaque. C'était peut-être l'une des pires opérations chirurgicales de l'histoire. Mais bon, au final, il a réussi à se racheter une réputation, car non seulement son taux d'opération réussi était quand même très bon, mais aussi, c'était l'un des premiers à mettre en place une anesthésie générale pour opérer ses patients sans douleur, quand ils se réveillaient bien sûr. Parce que l'anesthésie générale, ça a été inventé en 1846, et à ce moment-là, c'était très simple. On faisait respirer aux patients un gaz, donc de l'éther, qui les plongeait dans un sommeil profond et artificiel. Donc un état parfait pour les rêves lucides, comme ça se passe dans mon livre Noisuli. Mais bon, comme au 19e siècle, les guerres utilisent maintenant des armes à feu ou de la poudre à canon, les soldats ils finissent parfois avec des blessures terribles, quoi. Et du coup, les médecins militaires, ils vont devoir inventer des procédés pour calmer les douleurs atroces des soldats. Et c'est le cas notamment d'un petit truc sympa, la cocaïne, qui, en s'inspirant des traditions des peuples autochtones d'Amérique du Sud, était utilisée comme un anesthésiant local. Et il reste un dernier domaine qui a connu une bonne révolution au 19e siècle, et c'est la lutte contre les maladies infectieuses. Parce que là, en 1796, Edward Jenner, un médecin anglais, il a observé un truc tout bête, c'est que les femmes qui treillaient les vaches et qui avaient contracté alors une maladie des vaches appelée la vaccine, elles semblaient mystérieusement protégées contre la variole, qui était un truc quand même beaucoup plus vénère. Il va se lancer dans une expérience un peu brutale et dégoûtante. Il va alors récupérer du pus sur la main d'une laitière infectée par la vaccine. Il va alors convoquer un enfant de 8 ans nommé Jem Phipps, qui est alors le fils de l'un de ses domestiques, et là, il entaille le bras de l'enfant et le badigeonne avec du pus qu'il a prélevé sur la laitière. Là, l'enfant chope donc la vaccine et Jenner l'emmène se promener au milieu de gens infectés par la variole.
Et il se trouve que l'enfant, là, James, il ne chope pas la variole. Il a l'air juste totalement immunisé. Et du coup, sans le savoir, notre médecin, il vient tout simplement d'inventer le principe de la vaccination. Mais bon, au 19e siècle, d'autres maladies font beaucoup de dégâts, notamment la peste et le choléra. Et j'en avais fait même une vidéo, c'était quoi le pire entre la peste et le choléra. Mais bon, heureusement, tout ça, ça va évoluer avec un nouveau mouvement idéologique appelé l'hygiénisme. En gros, ça va consister à détruire les quartiers insalubres, améliorer les réseaux d'égouts et faire la promotion de l'hygiène corporelle. C'était pas gagné parce que les gens ils voyaient pas d'intérêt à se laver les mains quoi. Et du coup à cette époque, des chercheurs comme Robert Koch ou même le célèbre Louis Pasteur, eh bien ils démontrent que ce sont des microbes qui permettent la propagation des maladies. Et c'est pourquoi en fait le 19e siècle va connaître les premières mesures d'hygiène dans les hôpitaux comme le lavage des mains ou même l'usage de produits antiseptiques. Et justement, puisqu'on est en train de parler de Pasteur, voici comment s'est faite sa découverte la plus célèbre qui est le vaccin contre la rage. Bon, à ce moment-là, on est en 1885 et Joseph Meister, un jeune garçon de 9 ans, a été mordu à 14 reprises par un chien enragé en Alsace. Le chien était vraiment enragé donc. Là, sa mère était désespérée et en ayant entendu parler des recherches de Pasteur sur cette maladie, elle a décidé de se rendre à Paris pour essayer de convaincre Pasteur de tester son vaccin sur son fils. De toute façon, elle avait rien à perdre. Sauf qu'à cette époque, en fait, Pasteur, lui, il avait expérimenté son vaccin, mais que sur des animaux. Et même si ça fonctionnait, il n'avait pas testé sur des humains, quoi. Mais là, en sachant qu'un enfant risquait de mourir, parce que la rage, ça pouvait vous tuer, il accepta de tester le vaccin sur l'enfant. Et du coup, il a alors administré des doses du vaccin de plus en plus fortes pendant 10 jours. Et au final, le petit enfant, Joseph, a survécu. Là, face à ce succès, Pasteur a réussi à faire financer la création de l'Institut, qui porte d'ailleurs son nom, et qui est d'ailleurs encore actif dans la recherche médicale de nos jours. Bref, la fin du 19e siècle est marquée par une prise de conscience de l'intérêt de faire progresser la recherche médicale. Les progrès scientifiques qui accompagnent cette période permettent d'améliorer un peu la qualité des soins médicaux. Et même si avec l'industrialisation, les usines et compagnie, il y a plein de maladies qui sont liées au travail ouvrier, il y a quand même un progrès général. Même si après c'est pas tout rose. L'industrialisation, là il y a des usines de partout qui apparaissaient, ça s'accompagnait de maladies qui étaient liées au travail ouvrier ou même d'une pollution qui était quand même nocive pour la santé. Et d'ailleurs, les guerres et les épidémies du siècle à venir vont pas arranger les choses. Et comme vous allez le voir, le 20e siècle va s'accompagner d'encore plus de modernité, mais aussi de crises sanitaires vraiment majeures. Bon, au début du XXe siècle, on assiste de nouveau à des nouvelles découvertes en matière de médecine. Déjà, il y a les chercheurs qui profitent des progrès de la chimie pour mettre au point des nouveaux traitements. Par exemple, il y a la découverte de l'insuline en 1921 qui a permis en fait de mieux soigner le diabète et la même année, l'invention du vaccin BCG pour traiter la tuberculose. Mais s'il doit bien rester un médicament au XXe siècle, au moins un seul à retenir, c'était en 1928 et c'est la découverte de la pénicilline, ce qui est en fait un antibiotique révolutionnaire qui va permettre de guérir pas mal d'infections. Et c'est un homme qui est responsable de sa découverte, Alexander Fleming. Et l'une des inventions majeures de ce début de XXe siècle, ça a été l'œuvre d'une femme, là du coup devenue célèbre, Marie Curie. En fait, elle et son mari Pierre ont découvert le radium en 1898. Et pour faire simple, en fait, c'est un métal qui a la particularité d'être super radioactif. Et là, très rapidement, le radium va être utilisé à des fins médicales et principalement dans le traitement des cancers. Et le premier médecin à l'utiliser, c'est Henri-Alexandre Danlot, qui est un dermatologue français. Et lui, en fait, il a réussi à traiter des tumeurs de la peau en utilisant du radium pour les irradier et les détruire. Et plus tard, le radium va être utilisé pour traiter d'autres cancers à travers la technique de la radiothérapie. Et d'ailleurs, c'est encore utilisé de nos jours. Sauf que le côté sombre de cette histoire, c'est qu'à force d'être exposée à des radiations, eh bien Marie Curie tombe peu à peu malade. Et en plus, pendant la Première Guerre mondiale, elle aide à la mise en place d'unités mobiles pour faire en fait de la radiothérapie à rayons X sur le champ de bataille. Sauf que du coup, elle mettait aucune protection, donc elle s'est irradiée aussi sans faire exprès. Et les rayons X, c'est vraiment très nocif pour le corps. Ce qui fait qu'à l'âge de 66 ans, eh bien elle chope une leucémie, qui est une sorte de cancer du sang, et elle en meurt. Et figurez-vous d'ailleurs qu'elle a été inhumée dans un cercueil possédant 3 couches, dont une en plomb, tellement son corps était radioactif, même encore aujourd'hui. Et donc, comme j'en ai parlé, le XXe siècle, c'est aussi marqué par la Première Guerre mondiale. Là, on assiste à des vraies boucheries lors des combats, où les obus font des ravages dans les tranchées. Mais en fait, pire que les combats, et on a tendance un peu à l'oublier, mais c'est qu'une grande pandémie a littéralement décimé la population mondiale à l'époque, et c'est la grippe espagnole. Elle avait fait alors entre 25 et 40 millions de morts entre 1918 et 1919. Sachant que la Première Guerre mondiale elle-même a fait 18 millions de morts, donc la grippe elle-même en a fait quasiment le double. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, en dépit de son nom, la grippe espagnole n'est pas du tout originaire d'Espagne.
Parce que en réalité, il faut quand même se dire, mais à cette époque-là, en fait, les pays qui étaient engagés dans cette première guerre mondiale, ils voulaient vraiment pas que les gens y pensent à autre chose que la guerre, et surtout pas à cette grippe espagnole. Donc ils ont censuré toutes les informations qui venaient. Mais en Espagne, qui était à ce moment-là neutre, eh bien la presse a été la première à parler de l'épidémie, et on a fini par en faire la confusion. Comme c'était les premiers à en parler, on s'est dit, ah bah du coup ça vient des Espagnols. Et d'ailleurs, à ce moment-là, on pensait même que ce virus, donc la grippe espagnole, venait plutôt d'Allemagne, et qu'il y a même des sous-marins allemands qui l'avaient transporté en Amérique. En vrai, la grippe espagnole, elle a commencé aux États-Unis, et plus exactement dans l'État du Kansas. En fait, à la base, le virus a été transmis par des oiseaux à des jeunes soldats américains sur le départ pour la guerre, qui ensuite sont allés en Europe pour se battre, et là-bas, ils l'ont transmis au reste de l'Europe. Bon là, bien sûr, les autorités ont essayé de mettre en place des mesures pour stopper l'épidémie. Le lavage des mains, l'interdiction de cracher dans la rue, le port de masques ont été encouragés. Il est beau, Coco! Le nouveau masque, n'hésitez pas. Mais finalement, la pandémie s'est arrêtée presque du jour au lendemain. Et bon, en tout cas, dans les années qui suivent, il y a eu une amélioration des techniques de soins. Notamment les premiers succès d'opérations cardiaques dans les années 30 à 40. Il y a aussi eu les premières machines pour faire des dialyses, c'est-à-dire épurer le sang des gens qui ont des maladies au rein. Et après, comme vous le savez, après la Première Guerre mondiale, est venue la Seconde Guerre mondiale, qui va là aussi jouer un rôle assez sombre dans l'histoire de la médecine. C'est clairement une période qui a été propice à des expérimentations vraiment horribles, que ce soit en Allemagne nazie ou même en Chine, avec notamment les armées japonaises. D'ailleurs, je vous renvoie à ma vidéo sur les pires expériences scientifiques qu'on avait sorties sur la chaîne où c'est pas mal abordé dedans. Et bon voilà, la guerre passe, et juste après la guerre, il y a un premier scandale sanitaire qui se produit. Parce qu'en effet, durant cette période, la production de médicaments devient de plus en plus industrialisée et mondialisée. Mais à l'époque, les agences de contrôle de mise sur le marché ne sont pas encore super performantes. Par exemple, une entreprise allemande du nom de Grünenthal se met donc à vendre du thalidomide, qui est un médicament utilisé comme antinauséeux chez les femmes enceintes. Sauf que bon, ils oublient, on va dire, de dire qu'il y a des risques graves de malformation chez les nouveau-nés. Et malheureusement, du coup, c'est ce qui se produit. Et en 4 ans à peine de commercialisation, on compte plus de 20 000 enfants victimes dans le monde. Ce qui est quand même beaucoup, ça fait un sacré scandale, quoi. Mais heureusement, la médecine continue de progresser en parallèle. Par exemple, en psychiatrie, l'invention dans les années 50 des médicaments neuroleptiques ou même des antidépresseurs permet un meilleur traitement des maladies mentales. Et dans les années 60 à 70, là, on voit se développer les premiers scanners ainsi que les IRM. Mais dès les années 80, là, ça part un peu en vrille, notamment avec l'apparition de la pandémie de sida qui fait là de plus en plus de morts. Mais il y a aussi le virus Ebola qui cause des épidémies sporadiques dans les années 80 et 90, notamment en Afrique centrale. D'ailleurs, en parlant de l'Afrique, il y a un médecin assez célèbre là-bas, sud-africain, qui a été surnommé Docteur la Mort dans les années 90. Alors lui, son vrai nom c'était Wouter Basson, et il a été à la tête d'un programme secret de développement d'armes chimiques qui visait à éliminer les populations noires uniquement. Parce qu'en fait, à cette époque, faut se dire, mais l'Afrique du Sud, elle subit l'apartheid, donc qui est une politique de séparation entre les Blancs et les Noirs, et avec beaucoup d'abus et de crimes. Et là, afin de faire disparaître les militants anti-apartheid noirs, il a dirigé la fabrication de fausses cigarettes, ou même d'aliments contaminés avec des poisons comme de l'anthrax ou même du cyanure de potassium. Et il a aussi consacré ses recherches à trouver un vaccin pour rendre les femmes noires stériles. Sachant que le pire dans l'histoire, c'est que malgré ses atrocités, il a été acquitté lors de son procès en 2002, et il a pu continuer à exercer la médecine. Pardon ? Mais la fin du XXe siècle s'achève sur un autre scandale sanitaire qui, là, va marquer les esprits en France. Et c'est l'affaire du sang contaminé. En fait, dans les années 80, on a des patients qui souffrent d'hémophilie, qui est une maladie qui fait en gros que le sang y coagule mal, quoi. Et du coup, ils ont subi des transfusions sanguines contaminées par le VIH et l'hépatite C. Sachant qu'à l'époque, en fait, le Centre national de transfusion sanguine a été accusé d'avoir volontairement distribué des produits sanguins contaminés. Là, plusieurs médecins et même plusieurs ministres ont été condamnés pour négligence et manquement à la sécurité sanitaire. Donc c'était quand même assez grave. Et pour cause, on a eu 800 victimes de contamination qui sont mortes et presque 20 000 individus ont contracté l'hépatite C. Et ce qui fait qu'en résumé, le bilan du XXe siècle est assez mitigé niveau médecine. Bon, d'un côté, on a des grandes évolutions en matière de connaissances médicales, on sait mieux gérer les cancers, on opère mieux les cœurs, on a des vaccins plus efficaces. Mais de l'autre, il y a pas mal d'épidémies, des expériences pas très éthiques et puis des scandales sanitaires qui viennent ternir un peu le tableau. Mais avec notre dernière partie, le XXIe siècle, peut-être que là, ça a tout pour changer la donne. Même si vous allez voir que les progrès technologiques ne font pas tout et qu'il reste encore des aspects moins reluisants dans l'histoire récente de la médecine. Alors
Comme on l'a vu, le XXe siècle, c'était pas mal de scandales sanitaires. Et en fait, l'explication est simple. En fait, certaines grandes entreprises pharmaceutiques ont pu avoir recours à des méthodes un peu foireuses pour s'enrichir au détriment de la santé des patients. Et en plus, comme la médecine, c'est pas une science parfaite, il y a des erreurs qui ont pu être commises concernant le traitement de certaines maladies ou même la gestion de crises sanitaires. Et ce qui fait qu'il y a plein de gens, en fait, qui préfèrent, par exemple, de nos jours, se tourner vers des médecines un peu plus alternatives. Par exemple, l'homéopathie, les médecines douces, la naturopathie ou même l'ostéopathie. Le souci, c'est que dans ces disciplines qui ne nécessitent pas de posséder des diplômes classiques de médecine, il y a forcément des abus. En fait, il y a parfois des charlatans qui profitent de flou juridique pour faire payer à des patients des soins dont l'efficacité n'est pas hyper scientifiquement rigoureuse. D'ailleurs, face à ça, en 2018, il y a un mouvement de professionnels de la santé qui s'est formé sur les réseaux sociaux. Il se nomme No Fake Med et lui, il lutte contre les charlatans dans le monde de la médecine. Et ils avaient notamment fait entendre leur voix lors des débats qu'il y avait eu à l'époque sur le déremboursement de l'homéopathie. Selon eux, l'efficacité de l'homéopathie n'est pas du tout prouvée et en vrai, ça ne sert qu'à enrichir des faux médecins et des laboratoires pharmaceutiques qui en produisent. En fait, pour eux, ces pratiques peuvent être dangereuses car le recours à des médecines alternatives, ça a pu parfois retarder des diagnostics vitaux chez certains patients. En gros, les gens, comme ils pensent se soigner avec l'homéopathie, du coup, ils vont moins consulter un médecin agréé et donc, s'ils ont une maladie, genre un cancer, il peut s'aggraver et après, il est trop tard. Et comme ces patients-là, par exemple, ils vont refuser la chimiothérapie ou la radiothérapie parce que c'est quand même assez lourd, ça peut aggraver leur cas, voire ça peut les tuer s'ils n'agissent pas assez vite, Quoi qu'il en soit, les désaccords entre la médecine alternative et conventionnelle, ça a pas fini de faire des étincelles, on va dire. Parce que avec le 21e siècle, on a encore notre lot de scandales sanitaires. Et oui. Par exemple, en 2010, la pneumologue Irène Frachon, elle sort un petit bouquin intitulé Mediator 150 mg, combien de morts? Et là, elle révèle un scandale autour d'un médicament, le Mediator, qui est censé traiter le diabète. Sauf que ce médicament, il contenait des molécules toxiques qui pouvaient engendrer des maladies cardiaques. Ce qui fait qu'on estime que les chiffres des morts liés à ce médicament peut aller jusqu'à 2000 décès. C'est quand même embêtant pour un médicament censé guérir, Et du coup, en 2023, le laboratoire Servier, qui lui va distribuer le médicament en cachant ses effets nocifs, a été condamné à une amende de 9 millions d'euros. Mais il a quand même dû rembourser 415 millions d'euros pour escroquerie. Bref, les scandales sanitaires, ça peut avoir des conséquences encore plus graves à l'échelle d'un pays. Et du coup, quand il y a des grosses bourdes comme ça, c'est vrai que ça peut discréditer les systèmes de santé, les gens ont moins confiance, donc voilà. C'est ce dont on s'est rendu compte récemment avec le procès de l'entreprise Purdue Pharma aux États-Unis. Et cette boîte pharmaceutique, elle a fabriqué un médoc, l'Oxycontin, qui est un médicament en fait antidouleur et qui a été quand même beaucoup prescrit aux États-Unis depuis les années 90. Sauf qu'elle a été accusée de désinformation et de corruption pour augmenter les ventes. En fait, elle a conduit à de nombreuses overdoses et plus de 700 000 morts aux États-Unis sur quasiment plus d'une vingtaine d'années. C'est quand même énorme. Là, Purdue Pharma a été condamnée et a conclu un accord de 7,4 milliards de dollars avec 15 États américains en guise de réparation. Mais le plus embêtant là-dedans, c'est peut-être que ce scandale, il a inauguré aux États-Unis ce qu'on appelle la crise des opiacés. En fait, c'est des médicaments censés calmer la douleur, mais qui peuvent provoquer des overdoses mortelles s'ils sont mal utilisés. Typiquement, l'un des plus connus, c'est le fentanyl, parce que lui, il est passé de médicaments à drogue ultra puissante. Peut-être vous avez vu des scènes du coup dans certains quartiers, comme par exemple à Los Angeles, où on voit des rues entières où il y a des gens qui sont juste comme des zombies par terre et qui restent comme ça là à ne rien faire jusqu'à ce qu'ils meurent. Et pendant ce temps, pour le côté plus positif, bien sûr la recherche médicale se poursuit et on fait de nombreuses avancées. Ça concerne par exemple les thérapies géniques où on parvient à corriger ou remplacer un gène défectueux. Par exemple pour traiter des maladies génétiques assez rares, des cancers ou même des pathologies dégénératives. Ou il y a encore l'immunothérapie où là on stimule le système immunitaire pour cibler et détruire des cellules pathologiques, notamment certains cancers. Mais bon, comme vous le voyez aujourd'hui, il y a des nouveaux défis, il y a des nouvelles questions éthiques et du coup la médecine doit traiter avec tout ça. Genre les robots, l'intelligence artificielle, comment on gère ça. Par exemple l'automatisation de la médecine où il y aurait un robot par exemple comme celui-là qui vous guérirait au lieu que ce soit un médecin. Par exemple on a le robot Da Vinci qui a été développé dans les années 2000 et c'était un robot en fait constitué de plusieurs bras télécommandés avec des instruments de chirurgie. Et du coup il permettait aux chirurgiens qu'il dirigeait d'effectuer des opérations plus précises. Et il y a quelques années, des chercheurs américains ont mis en place une IA qui s'appelle Assim Mirai qui permet de prédire le cancer du sein à partir de mammographie. Et en fait, les tests ont montré que cette IA pouvait avoir jusqu'à 5 ans d'avance par rapport à un diagnostic classique. Donc ça fait que forcément, on va mieux détecter les cancers et après les maladies et donc qu'on pourra agir plus rapidement. Alors dans un autre domaine, des médecins de la clinique de Cleveland ont réussi quand même l'exploit d'effectuer une transplantation faciale à l'aide d'un casque de réalité virtuelle. Une certaine Cathy, âgée de 21 ans, avait eu le visage détruit par un coup de feu reçu en 2014. Et grâce à la VR,
ben, les chirurgiens ont pu étudier son visage et celui de sa donneuse dans les moindres détails avant l'opération qui avait duré 31 heures. Et du coup, toujours en VR, ils ont réussi à modéliser en 3D l'ensemble des os, des muscles, des nerfs, des deux visages à partir d'images de scanner. Et là, ils ont vu exactement comment les deux visages allaient pouvoir être raccordés. Mais après, derrière tout ça, il y a quand même des questions éthiques. Est-ce qu'un jour, les médecins vont être remplacés par des robots? Et quelles sont les garanties en termes de sécurité ou même face à des dérives? Est-ce qu'on va voir un monde transhumaniste où les gens vont vivre avec des gènes modifiés, des puces implantées dans le cerveau ou même des organes bioniques? Quoi qu'il en soit, c'est que la médecine du 21e siècle doit s'adapter de plus en plus à un monde qui évolue, vite, de plus en plus vite même. Il y a certaines maladies qui disparaissent, mais d'autres apparaissent avec le vieillissement de la population ou même à cause des dérèglements environnementaux. Par exemple, avec une certaine pandémie récente dont on n'a pas trop parlé, il me semble. Et bien voilà, j'espère que vous avez aimé en tout cas cette nouvelle vidéo du coup sur les progrès et puis les dérives de la médecine. Si vous avez des suggestions de sujets ou alors d'autres formats, n'hésitez pas à en parler directement en commentaire. Et sur ce, eh bien écoutez, moi c'était un plaisir et je vous dis comme d'habitude à la prochaine vidéo. Bye bye.